Mais donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire portant sur le télétravail et les conditions de négociation du télétravail. Ce webinaire est le premier d'une série de deux où il s'agit justement de voir comment se définissent, s'encadrent, se négocient dans les entreprises les conditions de télétravail, de travail en présence et à distance et l'articulation des deux et comment bien négocier justement ces nouvelles configurations de travail. L'année 2020 aura été pour beaucoup d'entreprises celle d'une expérience grandeur nature de travail à distance. On comptait au mois de mars 2020 environ un tiers de télétravailleurs. En janvier 2021, il y aurait encore 25% de personnes en télétravail et même 40% de ces 25% seraient en télétravail à 100%. Donc malgré un ralentissement que l'on peut voir en début d'année 2021, ces chiffres sont assez élevés, bien plus qu'avant la crise sanitaire bien sûr, et l'augmentation de ce travail à distance a amené les entreprises à remettre sur la table des négociations les modalités de travail à distance. Comment ça se définit ? Quelles sont les règles acceptables pour tous, comment rendre la pratique équitable au regard des exigences de l'activité, des risques sanitaires et des mesures de prévention et des besoins individuels d'arrangement parfois ou d'ajustement des agendas. Nous nous sommes plongés à l'ANACT dans les accords qui ont pu être renégociés pendant l'année 2020 et plus particulièrement entre les deux confinements pour en extraire une analyse qualitative et un rapport sortira bientôt pour présenter ces différents éléments-là. Et nous en avons tiré aussi une série de recommandations qui ne visent pas bien sûr l'exhaustivité, mais qui ont pour ambition d'éclairer les acteurs dans leur démarche actuelle d'encadrement et de régulation des pratiques de travail à distance. Nous vous proposons donc un premier temps d'échange avec ce premier webinaire pour présenter ces recommandations et ma collègue donc Karine Babul de l'ANACT vous présentera ce travail-là et on le mettra en discussion avec deux intervenants, deux experts du dialogue social, Bénédicte Moutin, secrétaire confédérale à la CFDT. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Et puis Georges Meyer, donc avocat au barreau de Lyon. Bonjour Georges. Bonjour. Voilà, et bienvenue à tous les deux. Et nous aurons donc un dernier temps dédié à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et nous garderons un temps dédié à cela sur le troisième temps de ce webinaire. Alors, avant de laisser la parole à nos trois intervenants, j'en profite juste pour vous inciter à suivre le second webinaire qui va suivre le 3 mars prochain à 11 h et qui sera l'occasion de faire témoigner deux entreprises, donc le groupe Renault et un EHPAD de Saint-Barthélemy, sur la manière dont ils ont justement renégocié un accord dans la période. Voilà. Mais donc là, je vais dans un premier temps laisser la parole à Karine Babul. Et donc Karine, quand on se penche sur l'année passée, sur l'année 2020 et les accords qui ont été négociés sur cette année-là, voilà, que nous apprennent-ils des modalités de travail à distance dans les entreprises ? Alors, tac. Donc, juste une petite slide où vous pourrez retrouver les chiffres présentés par... souhaitez-vous reprendre la dernière page diffusée ? Oui. Tac. Vous pourrez retrouver les derniers chiffres voilà, quelques chiffres pour resituer un peu la période actuelle, puisqu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, même si on est sur des proportions équivalentes, en rose, vous pouvez voir que on est passé de 29% à 22% aujourd'hui. Malgré tout, en bleu, vous voyez que le retour sur site est beaucoup plus important et le temps partiel, le chômage partiel bien moindre. Et vous voyez également que l'activité de travail a fortement augmenté. Ce sont des données qui sont extraites des dernières études ACEMO, ce qui nous montre que aujourd'hui la situation
eh bien, on est dans une période de reprise d'activité, de protocole sanitaire et de recherche d'équilibre, où les collectifs de travail sont mis à l'épreuve par cette situation distancielle présentielle. Vous rappelez que vous avez différentes études qui sont à votre disposition, Flash AC Modares, Harris Interactive, Malakoff Médéric, mais aussi très bientôt l'enquête Trakov de la DARES, qui, elle, est sur une jauge beaucoup plus importante de 20 à 30 000 individus interrogés. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation sans commune mesure, avec éventuellement des reports d'activité et des collectifs qui sont en présentiel, distanciel, et puis des collectifs qui sont parfois mis à mal. Sur le terrain, on observe parfois des collectifs qui peuvent être novices, par exemple, qui mènent une activité complexe, qui sont temporellement contraints, avec de forts enjeux, avec des outils de travail parfois numériques récents, dans un système d'acteurs internes renouvelés. Et dans cette situation-là, eh bien, ils ont fortement besoin du collectif. Et les acteurs n'ont pas encore nécessairement les outils numériques et les équipements à disposition. Donc même encore aujourd'hui, après une année de télétravail exceptionnel, eh bien les collectifs de travail n'ont pas nécessairement toujours l'ensemble des moyens pour télétravailler. Donc effectivement, nous plonger dans l'analyse des accords, nous avons eu à cœur de voir comment le dialogue social pouvait donner quelques pistes de soutien à ces situations de travail, bien sûr exceptionnelles, mais également occasionnels et réguliers. Donc les accords que nous avons dans lesquels nous nous sommes plongés, eh bien c'est une extraction de 6000 textes mentionnant le télétravail dans le titre ou dans le corps du texte, donc 1150 textes précisément sur le télétravail, 70% d'accords, 20% d'avenants, et vous voyez ici la configuration de ces accords-là, avec 700 accords sur la période de l'entre-deux confinements. C'est cette période-là que nous avons regardé plus précisément et nous en avons extrait 50 textes. Donc ces 50 accords, ce que nous avons regardé, c'est d'abord les éléments de méthode. C'est les éléments de méthode et ensuite ce sont les cadres définis, plus ou moins souples. Et ensuite ce sont les différentes dimensions, les 5 dimensions que vous avez vues précédemment. Donc que nous apprennent les accords sur ces différents éléments? Eh bien, avant de balayer les différentes recommandations qui sont en résonance avec les limites et les pistes de progression que nous avons pu identifier et parfois de bonnes pratiques. Eh bien, d'une manière générale, nous voyons que en moyenne, et c'est le graphique que vous voyez en bas à droite, on est sur, même si selon l'IFOP fin 2020, les souhaits des collaborateurs étaient plutôt sur du 2 à 3 jours par semaine en télétravail, eh bien les accords dans cette extraction-là sont encore de 0 à 1 jour ou de 0 à 2 jours par semaine. Donc ce sont pour la plupart de premiers accords. Et on voit la configuration de ces 700 accords. On est plutôt sur des activités scientifiques et techniques, manufacturières, activités finance et assurance automobile. Les effectifs sont plutôt assez bien représentés, 50 à 250 pour 40% eux, 25% moins de 50 salariés. D'une manière générale, on voit qu'il y a quatre d'accords qui dessinent. Alors bien quand accord ne peut être généralisé, c'est pourquoi nos invités sont aussi pour illustrer du. Mais nous avons des accords qui visent plutôt à encadrer, voire contenir le nombre de demandes de télétravail.
Et dans ces accords-là, on retrouve des accords qui proposent des formules de 2 à 4 jours par mois, des critères cumulatifs d'éligibilité importants, tels que le statut 4, ce sont des exemples, ou des jours de la semaine exclus pour l'ensemble de l'entreprise. Donc il y a cette première typologie d'accords. Ensuite, il y a des accords qui visent à encadrer le télétravail en élargissant les possibles, mais par des process qui sont encore relativement lourds concernant le télétravail régulier occasionnel. Donc, on a par exemple de nombreuses mentions qui sont précisées par avenant, des délais de prévenance des journées télétravaillées en occasionnel qui sont importants, des conditions à domicile qui sont exigées identiques au travail au sein des locaux. Une troisième typologie d'accords, ce sont des accords qui visent à assouplir beaucoup plus nettement le cadre, mais qui sont moins importants, assouplir le cadre et les modalités de travail. Et là, on retrouve des formules telles que télétravail partiel, le télétravail partiel basé sur les activités télétravaillables, plus de souplesse laissée à l'appréciation des managers. Et puis, vous avez des accords qui, eux, ouvrent davantage la réflexion sur les lieux, les espaces, sur les formes de travail hybride, présentiel, distanciel, avec des alternatives au domicile telles que les tiers-lieux par exemple, ou des modalités de suivi et d'évaluation dans les accords qui sont plus développés. Donc voilà pour brosser ce que nous pouvons retenir de ces accords que vous retrouverez dans le rapport complet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter les 10 recommandations. 10 recommandations que nous avons soumises à nos deux participants et ils nous diront de leur point de vue lesquelles, selon eux, de leur point de vue, sont les plus prégnantes. Pour certaines d'entre elles, malheureusement, nous n'avons pas... le temps est contraint, donc pour certaines d'entre elles, je vous donnerai quelques exemples extraits d'accords qui nous semblent intéressants de partager. Donc, sur la première recommandation, eh bien, c'est celle du cadre ajustable. Puisque partant du principe que le télétravail, l'organisation en télétravail ne peut se définir une fois pour toutes, relativement peu d'accords développent des modalités suivies. Peu d'accords développent ces éléments de méthode expérimentaux, mais certains le font malgré tout. Donc, c'est un point important. Accords de méthode éventuellement, des accords expérimentaux. Ces accords expérimentaux sont très intéressants. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui proposent les formules les plus développées. Malgré tout, ils proposent d'agir pas à pas pour trouver la bonne modalité de travail. Charte évolutive, modalité d'évaluation et de suivi, bilan en CSE, bilan annuel quantitatif et qualitatif, ce sont parfois des choses que l'on retrouve dans ces accords. Deuxième point qui est encore marginal à faire progresser, c'est la notion d'activité télétravaillables. On retrouve toujours la question des métiers télétravaillables. Donc, recommandation numéro 2, rendre possible le télétravail quand une partie des activités peut être télétravaillée. En termes de méthode, en s'outillant pour évaluer les avantages et les inconvénients à télétravailler ces activités, de voir quels sont les moyens à mettre en œuvre au regard des situations de travail qui peuvent être particulières, comme celle que je vous ai présentée juste avant, de ce collectif qui était dans une situation très particulière et où le télétravail pouvait mettre à mal le collectif de travail. Pour cette recommandation-là, je vous cite un extrait. Alors, ce n'est pas forcément un exemple, mais ça vous donne une idée de ce que l'on peut retrouver dans les accords. Donc, sont éligibles toutes fonctions dont l'activité peut être exercée de façon partielle à distance. Le niveau de dématérialisation des documents de travail est laissé à l'appréciation des managers. Aucun critère d'ancienneté n'est requis. Pour les sièges, tels que précisés en annexe, dont la présence primordiale, une certaine souplesse est laissée à l'appréciation des managers qui définiront des modalités spécifiques pour les équipes. Concernant le système de travail dérogatoire au régime commun, le volontariat et la condition expresse requise pour postuler au travail. On voit dans certains accords qu'il y a les critères d'éligibilité des activités télétravaillables,
et également des souplesses qui sont laissées à l'appréciation des équipes. Sur la recommandation numéro 3, favoriser les dynamiques d'apprentissage. Eh bien, pourquoi ce point? Parce que dans certains cas, il y a dans les accords des clauses relatives aux périodes d'adaptation, clauses de réversibilité, peut-être un point de vigilance à ce niveau-là, parce qu'effectivement, certaines clauses peut-être peuvent freiner possiblement la dynamique d'apprentissage, puisque le travail s'apprend pas. Donc, à titre d'exemple, l'instauration du télétravail s'accompagne obligatoirement d'une période d'adaptation pour évaluer la capacité du salarié à tenir le poste concerné au travail, en télétravail. En effet, le télétravail ne doit en rien changer la façon de travailler habituellement en entreprise et être transparent pour tous les interlocuteurs du télétravailleur. La durée de la période d'adaptation est de 2 mois. Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider unilatéralement de mettre fin à la situation un délai de de 15 jours. Donc ça, c'est un exemple qui a ses limites. L'idée de cette recommandation, c'est de dire clause de réversibilité double, oui, mais attention à favoriser cet apprentissage en privilégiant les échanges et retours d'expérience manager-collaborateur en équipe pour pouvoir expérimenter, avancer pas à pas, effectuer des ajustements et éviter que des clauses soient mobilisées de manière trop brusque et freinent l'apprentissage. Sur la recommandation 3, sur la recommandation 4, pardon, le formalisme. Adopter un formalisme proportionné aux besoins de l'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans un certain nombre d'accords, il y a un cadre qui peut être contraignant pour les équipes de travail lors de la première demande, mais aussi au quotidien. Donc, privilégier les mesures souples, non chronophages, basées sur la confiance. Je vous cite un autre exemple. Une entreprise qui propose 2 configurations, une organisation modulaire et une organisation fixe. Donc, ce qu'elle dit, c'est que pour l'organisation modulaire, l'organisation du télétravail, jour de présence et jour télétravaillé, devra faire l'objet d'un accord préalable entre le collaborateur et sa hiérarchie et d'une déclaration de planning prévisionnel actualisée au mois le mois. Le planning prévisionnel devra être arrêté au plus tard 2 jours ouvrés avant le premier jour du mois suivant. Concernant l'organisation fixe, à défaut, le collaborateur et la hiérarchie pourront convenir à l'avance de la fixation de là où les journées télétravaillées. Le cas échéant, toute modification d'organisation initiale devra être entérinée par avenant au contrat de travail. Toutefois, les parties conviennent que ces organisations pourront subir des aménagements ponctuels afin de permettre la gestion des aléas inhérents à l'activité avec un délai de prévenance de 48 heures. Donc, on voit ici que l'entreprise propose 2 formules, une formule fixe, une formule modulaire, mais que malgré tout, elle laisse la possibilité d'aménagement ponctuel, toujours en respectant, toujours entre le collaborateur et le manager. Sur la recommandation 5, les lieux de travail, proposer des alternatives au télétravail à domicile. Le plus souvent dans les accords, on observe davantage un principe de transposition du bureau au domicile. Or, l'on sait que toutes et tous ne sont pas égaux devant les conditions de travail en télétravail. D'où la possibilité pour certains accords d'alternatives. Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'encourager ces conditions de recours aux alternatives au domicile, voire les conditions de retour sur site, même dans des conditions particulières, même en situation de télétravail exceptionnel. Il est possible de négocier des conditions de retour sur site pourvu qu'elles soient décidées collectivement. Modalités de recueil et d'identification des besoins distanciels présentiels, ce sont des choses que les entreprises font actuellement pour certaines dans leur retour d'expérience, qui leur permettent de prévoir quelle diversité des usages et des lieux
quelle évolutivité de ces usages sera prévue. Recommandation 6 sur les équipements et les TIC. Faciliter l'appropriation et l'usage des équipements et TIC et anticiper les impacts. Dans les accords, il y a relativement peu d'éléments au-delà des modalités d'usage de base, des questions autour de la sécurité des données, mais peu d'éléments sur la manière dont on s'approprie ces outils et la manière dont ces outils peuvent impacter l'activité, peuvent transformer les métiers. Certains accords le précisent, mais il nous semble important d'étoffer cette dimension au-delà du simple descriptif des équipements qui sont mis à disposition et des mesures de sécurité. Sur la recommandation numéro 7, eh bien, concernant le temps et la charge, la recommandation est la suivante: ne pas multiplier les outils et les procédures de contrôle. Puisque le contrôle du temps de travail connecté ne dit peu de choses du travail réel. Donc le plus souvent, effectivement, c'est le cadre légal en matière de temps de travail qui est mentionné, et de la charge de travail, comme cela est mentionné dans le droit du travail en matière de télétravail, mais les choses sont peu développées. Régulation de la charge est un point important. Préciser que ce sont, au-delà des résultats, les objectifs et les moyens qui sont à discuter autour de cette charge. De privilégier des échanges réguliers entre managers et collaborateurs et avec les équipes. Je vous cite un exemple extrait d'un accord. Il appartient au responsable de veiller pour sa part à respecter le droit au repos et à la charge de travail résultant des objectifs et activités attendus avec la durée du travail accompli à distance. À cet effet, autant que nécessaire, les responsables hiérarchiques et l'agent placé en télétravail en fixent les termes préalablement ainsi que les conditions et indicateurs de leur suivi. Donc cet extrait est intéressant parce qu'effectivement là, on voit bien les régulations qui s'opèrent entre le collaborateur et le manager pour réguler la charge de travail. Recommandation numéro 8, concerne plus précisément la question du risque de surconnexion. Effectivement, certains accords mentionnent les problématiques relatives, en tout cas rappellent le droit à la déconnexion, mais creusent peu la question du risque de surconnexion. Donc la recommandation est ici de s'intéresser aux causes. Bien sûr, la question de la charge de travail, mais les causes peuvent aussi aller se nicher dans d'autres éléments. Défaut de communication et de régulation, tension dans le collectif, présentéisme numérique, déséquilibre présentiel-distanciel, et particulièrement sur la période actuelle. Sur la recommandation 9, prévention des risques. Malgré l'ensemble des risques professionnels qui sont rappelés, mentionnés par rapport au télétravail massif dans le temps, les éléments sur la prévention des risques est relativement peu développé, et la question de la prévention des risques à distance également est peu développée. Donc, recommandation forte de prévoir des coopérations renforcées entre les différents acteurs au service de la prévention. Je vous cite un autre extrait de bonnes pratiques. Pour pallier les risques, entre parenthèses, gestion, autonomie, charge de travail, déconnexion, surinvestissement, isolement, risque d'incompréhension dans la communication, manque de soutien social, il s'agit de mettre en place les moyens en cas de signaux détectés. Entretien, rappel du cadre, point sur la charge et l'organisation, mais également des ateliers de sensibilisation co-construits avec les collaborateurs pour identifier les bonnes pratiques. Relations manager-salarié, moyens de communication et fonctionnalités, confiance et responsabilité. Également, des modules de e-learning sont mis en place pour prévenir les risques psychosociaux, pour prévenir les questions du télétravail en situation de crise, le télémanagement, se former aux outils Microsoft Office, par exemple. Voici un extrait qui donne un exemple de mesures qui peuvent être mises en place avec l'ensemble des acteurs de la prévention
pour identifier et soutenir la diversité des collaborateurs dans cette situation de télétravail. Enfin, le dernier point qui nous a semblé important au regard de cette analyse des accords, c'est la question du management. Soutenir le management à distance est la recommandation dans la mesure où il y a peu de choses qui sont développées sur le soutien du manager précisément. Les managers, effectivement, ont les moyens de ce travail à distance. Donc, quelles sont leurs missions? Quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition? Alors, je me permets de vous citer un dernier extrait qui, il est un petit peu long, mais il est intéressant. Et ici, on est dans la fonction publique. Donc, en amont du déploiement du télétravail et en lien avec la fonction RH, le collectif définira ensemble les caractéristiques de l'activité à prendre en compte dans le cadre de l'organisation collective du travail. Les indicateurs de pilotage de l'activité qui permettront de s'assurer que le développement du télétravail régulier et ponctuel est compatible avec le bon fonctionnement de l'activité. Les bénéfices visés par le télétravail, tant pour les personnels que pour le collectif, et les règles. La fixation des règles collectives doit tenir compte, le cas échéant, de l'exercice par un ou plusieurs salariés du collectif de leurs fonctions exclusivement sur site. Donc là, on considère bien les collaborateurs qui sont sur site et les collaborateurs qui sont à distance. Elle doit également tenir compte des enjeux de coordination entre services ou directions. C'est un point important, en particulier dans le cas de projets transversaux à l'échelle de l'établissement public ou d'activités mobilisant de manière permanente plusieurs collectifs de travail. Je m'arrête ici pour cet extrait, puisque le temps passe. Donc voilà, 10 recommandations qui se veulent synthétiser les éléments du rapport qui est à paraître, mais dans le rapport, vous verrez des extraits d'accords pour étayer les questions à la fois de méthode, à la fois de cadre et à la fois sur les 5 dimensions qui vous permettront de vous donner des pistes, des idées pour les entreprises qui souhaitent amender éventuellement leur accord, leur charte au regard d'un retour d'expérience sur la période. Entendu. Merci beaucoup Karine pour ce panorama qui chacune des recommandations et chacun des thèmes mériterait des développements à part entière et les questions commencent à affluer sur la question des équipements, de l'indemnisation, du nombre de jours minimum par secteur éventuellement, la question de la surcharge pour le manager, de la prévention des risques, des cas d'accident et de la responsabilité employeur. On va y revenir et peut-être on se laissera le temps de répondre à ces questions dans un deuxième temps, pour là donner la parole à nos 2 autres intervenants et vous faire réagir sur ces recommandations justement et ces points de vigilance à avoir en tête dans le cadre de négociations d'accords. Mais avant de rentrer dedans, je voulais vous demander, donc Bénédicte Moutin et Georges Meyer, qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain, depuis les accompagnements que vous faites d'entreprises ou d'acteurs d'entreprises, qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce que vous avez vu dans justement les processus de négociation en cours? Alors peut-être, voilà, honneur aux femmes comme on dit, voilà, Bénédicte, c'est à vous. Oui, bonjour. En fait, ce que l'on remarque véritablement, c'est une grande diversité de situations en termes de dialogue social et d'encadrement collectif du télétravail. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut avoir à la fois des premiers accords qui se mettent en place de façon un peu bousculée parce que le télétravail a été fortement mobilisé au moment du confinement ou parce qu'il y avait une charte précédemment et que les représentants du personnel ont fait le choix d'essayer d'aller plus loin, ou bien des accords des révisions d'accords qui existaient déjà. Hein. Et donc, du coup, en fonction de l'histoire du dialogue social sur la question du télétravail dans l'entreprise, va générer des niveaux
d'innovation ou de contenu un peu différent, hein, quelquefois à minima, pour être vraiment dans l'encadrement collectif seulement, ou des fois avec, en prenant appui sur ce qui s'est déjà passé dans les entreprises. Donc effectivement, il faut quand même qu'on se rappelle que précédemment à la crise, on identifiait 3% de télétravailleurs qui bénéficiaient d'un encadrement du télétravail, alors que dans la réalité, on était presque à 10% de personnes qui faisaient du télétravail, mais de façon plutôt grise, moins organisée, voilà. Et donc, cette nécessité d'encadrer le télétravail a vraiment émergé ces derniers temps. D'un encadrement collectif, hein, ça a explosé dans les entreprises. Hein. Et puis surtout, hein, parce qu'un certain nombre d'activités réputées non télétravaillables le sont devenues, hein, et des voies de passage ont été trouvées. D'ailleurs, c'est l'objet aussi de l'année télétravail, hein, qui n'est pas normatif, mais qui apporte aussi des points de repère, hein, pour la négociation collective dans l'entreprise. Hein, et du coup, cette année télétravail, en fait, il sert beaucoup aux primo-accords, enfin aux nouveaux accords, mais aussi aux accords de deuxième, troisième, voire quatrième génération, hein, sur des points d'appui, des repères essentiels. Ce qu'on peut voir dans les accords de quatrième ou cinquième génération, c'est qu'ils se sont construits au fil du temps, qu'ils tirent les enseignements des pratiques de télétravail, qui prennent en considération aussi la maturité des acteurs sur la question du télétravail, des acteurs de l'entreprise. Et donc, du coup, on peut voir des accords, par exemple, qui étaient plutôt limitatifs en termes d'accès au télétravail, pas plus de 30% dans l'entreprise, pas plus de tant de jours, etc., à des accords de deuxième, troisième ou quatrième génération qui basculent sur presque un droit au télétravail, sur une autoplanification des jours de télétravail ou des jours de travail sur site par les travailleurs eux-mêmes, des choses autour de la formation des managers à la pratique du télétravail, au management du travail, aussi sur les questions de droit syndical, par exemple, sur comment on utilise des outils de communication de l'entreprise pour mener la relation avec les salariés et le droit syndical, etc. Donc, on voit qu'il y a des choses qui s'appuient là-dessus. Et puis, effectivement, donc, au final, on s'aperçoit que c'est surtout le cheminement sur le télétravail qui permet d'enrichir les accords, et que, comme toutes les entreprises n'ont pas eu ce même cheminement, hein, en fonction d'ailleurs de la taille de l'entreprise ou des secteurs professionnels, eh bien, effectivement, tous les accords ne sont pas au même niveau de maturation, hein, mais il nous semble important de se dire qu'il faut qu'il y ait cette maturation et qu'il faut prendre les accords comme ils sont au moment où ils sont négociés, et c'est quelque chose qui doit cheminer, qui au final doit plutôt s'inscrire, contrairement à ce qui était vécu, perçu précédemment, comme une articulation vie personnelle, vie professionnelle. On voit maintenant qu'au final, ça bascule sur une modalité d'organisation du travail, au cœur de l'organisation du travail, et que c'est ces éléments qui sont tirés, ces enseignements qui sont tirés dans la période. Oui, donc je retiens que le télétravail ou le travail à distance est une configuration organisationnelle spécifique et qui nécessite une maturité finalement du collectif, et que ça se construit dans le temps. C'est aussi quelque chose que vous vérifiez, Georges Meyer, vous qui accompagnez en tant que juriste, du coup, les accords et la construction des accords. Effectivement, alors moi j'accompagne les organisations syndicales et les représentants du personnel dans la négociation collective en général, la négociation d'accords télétravail en particulier. Alors il y a à peine un an, on est le 24 février aujourd'hui, il y a à peine un an, peu d'entreprises avaient de véritables accords ou de chartes sur le télétravail. Il y en avait bien sûr, mais plutôt marginalement et souvent de manière expérimentale. Par la contrainte, hein, par la crise sanitaire, la modalité d'organisation du télétravail a été largement intégrée par les entreprises et par les salariés.
On peut dire que c'est une forme de révolution en ce sens que cela s'est fait de manière très rapide. Quand on dit très rapide, chacun se souvient que c'était un lundi soir, début mars l'année dernière, entre le lundi et le mardi, les choses avaient changé. Très soudain et également une révolution par son ampleur. Quand on est sorti de cette situation, on a, au moment de l'été, on a rencontré des situations assez diverses. Des entreprises qui ont demandé, exigé un retour des salariés parce que la situation avait été perçue réellement comme exceptionnelle et donc dérogatoire. Et puis également, en parallèle, une demande, une aspiration des salariés à rester en télétravail. Et donc, il y a eu cette période un peu flottante de recherche d'ajustement. Et puis là, je pense qu'on peut dire qu'on est actuellement dans une période un peu de stabilisation où les organisations se posent, se cherchent et où dans la négociation des accords, on a quelque chose qui, après le télétravail, on va dire total de la crise sanitaire, on est aujourd'hui vers des équilibres qui ressemblent assez à ce que vous avez montré, Karine Babul, tout à l'heure, autour du nombre de jours de télétravail, avec une réflexion autour de conserver des temps collectifs en présentiel, des questions aussi sur la généralisation du format télétravail, hein, comme l'a dit Bénédicte Moutin, les entreprises se sont questionnées et des activités qui n'étaient pas envisagées comme étant télétravaillables, le sont devenues. Et puis, peut-être un petit peu en marge de ça, mais j'ai découvert là, dans ces dernières semaines, comment le télétravail pouvait venir impacter un autre sujet qui était celui de la réorganisation des entreprises. J'ai 2 cas de figure dans lesquels, à l'occasion malheureusement d'une fermeture d'un site, comment le télétravail a été intégré comme étant une modalité permettant aux salariés qui travaillaient sur le site fermé, comment ces salariés pouvaient continuer à garder leur poste de travail et à le passer totalement en distance. Et ça, c'est une modalité que je n'avais jamais rencontrée auparavant dans les réorganisations, parce que c'est venu dans le débat, c'est venu dans la négociation du PSE, autour d'une question pour l'entreprise de préserver certaines compétences. Elle voulait déplacer les salariés d'un point A vers un point B, les salariés n'étant pas nécessairement mobiles, l'entreprise avait un risque de perte de compétences. Et du côté des organisations syndicales, ça pouvait être une modalité de maintien de l'emploi. Donc, c'est une modalité intéressante, alors qui pose énormément de questions, parce que là, on est dans du télétravail à 100%, du télétravail structurel, mais en tout cas, ce sujet-là n'était jamais venu dans le débat des restructurations. On le voit arriver comme étant désormais une modalité, on va dire, classique. Et tout ça, j'allais dire, en quelques mois. Oui, ce qui conforte l'idée, pardon, il y a un écho. Non, je suis la seule à la voir. Donc, ce qui conforte cette idée qu'on est bien dans des configurations organisationnelles spécifiques, en tout cas, qui sont en train de se dessiner. Une question d'ailleurs, juste à l'instant, mentionne le fait que peut-être le télétravail peut être une solution pour faire des économies de surface immobilière. En tout cas, on peut se dire que ça peut peut-être amener à des reconfigurations des espaces, c'est sûr, d'entreprise. Et alors, au regard justement de ces observations que vous avez sur les entreprises, quelles sont les recommandations, ou parmi les recommandations, quels sont les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez mettre l'accent particulièrement et qui vous semblent particulièrement importants à travailler dans les collectifs? Peut-être Bénédicte, vous redonner la parole. Oui, en fait, toutes les recommandations, elles sont intéressantes, hein, et elles sont liées les unes avec les autres, et faire un choix, c'est toujours difficile. Mais enfin, dans les 3 recommandations que j'ai retenues, il y a tout d'abord celle
sur l'organisation du travail. En fait, ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, hein, sur la méthode qui permet de regarder le travail, d'intégrer le télétravail dans l'organisation du travail, la question des expérimentations. On voit que certaines entreprises passent par des expérimentations et c'est plutôt intéressant. Et puis, la place et la mobilisation des travailleurs quant à cette modalité d'organisation du travail, la place du dialogue social, hein, d'entreprise. En fait, tout ça, ça fait aussi monter en maturité les acteurs de l'entreprise et ça permet de resituer le télétravail dans la vie réelle de l'entreprise, en fait, hein. Et ça, c'est particulièrement intéressant de pouvoir regarder ces questions-là. La question, bien évidemment, des activités télétravaillables au cœur du dialogue social, hein, on l'a vu, tous les freins autour des activités télétravaillables ou non, et surtout que ça peut passer par ce qu'on appelle le dialogue professionnel, c'est-à-dire comment le dialogue entre le travailleur et son manager, par exemple, permet de repérer les activités télétravaillables en lien avec l'entreprise. C'est fondamental, du coup, de regarder de ce point de vue-là, comment le dialogue social peut en faire des repères communs dans l'entreprise, comment ça peut alimenter le dialogue social et que celui-ci ne soit pas déconnecté de la vraie vie des salariés et de ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Et puis, comment on n'exige pas non plus que la totalité des activités d'un poste de travail soit télétravaillable pour permettre le télétravail. On a encore même si on a beaucoup avancé de ce point de vue-là, il y a quand même encore à progresser. Et puis, je trouve qu'il y a une recommandation qui lie presque toutes les autres, hein, c'est la question du management. L'apprentissage, la formation, etc. Hein. La question du management du travail hybride, hein, distanciel, présentiel, c'est vraiment au cœur. Hein. Là, on est dans des périodes où des fois, on a des collectifs de travail entiers qui sont en télétravail, mais quand potentiellement on reviendra vers une vie plus classique des entreprises, le manager sera confronté avec des personnes, des collectifs de travail dans lesquels il y aura des personnes en télétravail, des personnes en présentiel. Donc voilà. D'ailleurs, de nombreux managers disent que l'expérience forcée du télétravail, hein, durant le confinement, leur a permis de s'apercevoir, hein, de l'autonomie, de la capacité d'autonomie, d'organisation des travailleurs, qui maintenaient leur productivité, voire plus, etc., alors qu'ils n'avaient pas obligatoirement cette représentation, puisque le management était parfois organisé autour des questions de contrôle, etc., hein, du travail. Et donc, le manager, il a un rôle clé, hein, dans la mise en place du télétravail, et en tout cas du télétravail de qualité, hein, dans le maintien et l'animation du collectif, le fonctionnement en mode projet, dans l'accompagnement des travailleurs, hein, dans la pratique du télétravail, au-delà de la question de l'utilisation des outils numériques. Hein, le télétravail, c'est autre chose, hein, la formation par rapport à ça. Et puis, ça nécessite aussi donc un apprentissage pour les travailleurs, mais aussi pour les managers. C'est-à-dire apprendre à manager le travail hybride, c'est pas la même chose que quand on est tous sur site et qu'on a tout le monde autour de soi, y compris pour aussi s'assurer d'un certain nombre de choses. Que les parcours professionnels ne soient pas percutés de par la proximité ou pas au manager du fait du distanciel ou du présentiel. Hein. C'est le cas de l'égalité professionnelle, etc. Il y a ou des parcours des individus. Il y a aussi toutes les questions, c'est passé tout à l'heure dans le chat, hein, des questions de déconnexion, de charge de travail. Voilà, donc à la fois d'ailleurs pour le télétravailleur, mais à la fois pour le manager. Hein. Donc, il y a toutes ces questions qui sont un peu centrales et du coup, il faut aider, accompagner le manager, lui permettre de se former, de pouvoir appréhender ces nouvelles situations pleinement, sans faire peser sur lui non plus des responsabilités qui sont plus de l'ordre de l'entreprise en général, etc. Donc, il y a tout cet équilibre à trouver. En fait, au cœur des recommandations que j'ai plutôt sélectionnées, ce sont celles, en fait, cela réinterroge le collectif de travail, en fait. C'est ce qui me paraît un peu essentiel, en tout cas, de ce point de vue-là.
Oui, qui est amené à évoluer dans ses pratiques de collaboration du fait des configurations hybrides. Alors c'est vrai qu'on fait reposer sur le management, sur le manager, beaucoup de choses et beaucoup de ses régulations et de ses ajustements et de ses reconfigurations d'activités. Mais je voulais peut-être revenir, Georges Meillat, sur la question des activités télétravaillables, parce qu'on voit bien aussi dans le chat comme elle génère des questions. Qu'est-ce qu'une activité télétravaillable? Est-ce que le manager peut décider que ça ne l'est pas? Qu'est-ce qui n'en est pas? Voilà, comment se fait cette partition? Alors donc, Bénédicte nous incitait à mettre ces sujets sur la table du dialogue social pour que ça soit concerté très largement, mais votre regard aussi à vous sur cette question-là. On a devant nous des années, des dizaines de sujets d'études pour les spécialistes du monde du travail. Alors, ce n'est pas une façon de ne pas répondre. C'est que ce qu'on n'imaginait pas du tout télétravaillable il y a encore un an l'est devenu. Et donc, peut-être pour répondre à la question, moi, j'aimerais bien dire la recommandation principale, celle qui me semble la plus importante. Alors, Bénédicte l'a dit, elles sont toutes liées. Bon. Alors, celle qui me semble être vraiment essentielle, et ce sera une façon, je crois, de répondre à la question, c'est la première recommandation, celle qui concerne, j'allais dire, le caractère évolutif, le cadre ajustable. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs je suis étonné, Karine, dans le rapport que vous faisiez tout à l'heure, du peu d'accords qui prévoient des dispositifs de suivi, d'évaluation, etc. Je trouve ça étonnant, j'avoue être étonné, je suis même inquiet. Inquiet pourquoi? Parce que le télétravail, c'est un mode d'organisation, c'est une pratique, c'est un droit, disent les juristes, en construction, totalement en construction. Et ça implique un droit et peut-être même, allez, j'ose le terme, un devoir d'humilité, en ce sens que il faut se laisser la possibilité d'expérimenter, se laisser la possibilité même de se tromper, ce qui implique, je crois, d'agir pas à pas, comme le disait Karine, ou un cheminement, disait Bénédicte. Et donc, pour moi, ça implique deux choses. Ça implique d'abord un état des lieux. Pour les entreprises qui partent de zéro, elles ont l'expérimentation du confinement. Pour les entreprises qui sont un accord de niveau 3, de niveau 4, elles ont l'expérimentation du confinement et de ce qui a pu se faire auparavant. Un état des lieux des besoins de l'entreprise, bien sûr, de la nécessité de satisfaire l'activité, les clients et ainsi de suite. Les aspirations des salariés, parce qu'on voit qu'il y a notamment là-dedans des aspects très générationnels aussi. Donc l'aspiration des salariés, la question de l'attractivité se joue aussi autour du télétravail. L'état des lieux des possibilités techniques, opérationnelles, managériales, bref, l'état des lieux des besoins et du cadre. Et puis surtout ensuite la nécessité d'un suivi, d'une évaluation de l'évaluation de la mise en œuvre. C'est pourquoi on préconise généralement, moi quand j'interviens dans les négos, je préconise que dans les accords, on mette l'obligation d'une ce qu'on appelle une revoyure, une clause de revoyure, c'est-à-dire de se revoir au bout d'un an par exemple, et de se donner aussi des indicateurs, c'est-à-dire qu'on va se donner un an, ou 6 mois, ou 18 mois, peu importe, mais en tout cas se donner une période au cours de laquelle on va assurer un suivi, et puis des indicateurs, et puis faire un bilan qui associe les partenaires sociaux, parce qu'ils ont un rôle central à jouer, et qu'éventuellement on ajuste les choses, et qu'il n'y a pas un droit acquis définitif au télétravail, de la même manière qu'il est à titre individuel réversible, il est aussi, me semble-t-il, possiblement réversible pour le collectif de travail. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la recommandation principale. Et puis après, rapidement, je triche puisque c'est difficile d'en choisir plusieurs, j'ai fait un lot. Moi, je fais un lot autour de la 7, 8, 9, 10, autour des questions globalement, on va dire, des conditions de travail. Le temps de travail, la charge de travail, la question du droit à la déconnexion et la question de la prévention des risques. Parce que le télétravail vient aussi toucher au cœur du rapport vie professionnelle, vie personnelle, vient amplifier ce que les TIC ont déjà modifié depuis plusieurs années, c'est la porosité des temps. Et le télétravail conduit même à une forme d'intrusion dans l'intime par la caméra qui nous filme. On a tous assisté à des scènes plus ou moins cocasses de télétravail où les gens étaient à leur domicile. Et donc le travail est encore plus dans le domicile du salarié.
Et donc, on a cette espèce d'imbrication qui nécessite, je crois, d'avoir vraiment des outils et des accords là-dessus. Hein. Ce que Karine, vous nous avez lu tout à l'heure, on a quand même des choses où on renvoie au manager le soin de définir les modalités d'eux. Je pense qu'on a des retours de bâton possibles là-dessus sur le suivi de la charge de travail, le suivi du temps, l'évolution du management, hein, d'un management de contrôle à un management de confiance, et tout ça de manière très, 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 très rapide, donc ça ne s'improvise pas. La question du droit à la déconnexion, hein, les médecins du travail commencent à avoir détecté au cours de l'année qui vient de se passer des problématiques d'addiction au travail. La difficulté parce que là, notre ordinateur, il peut être posé sur la table du séjour ou dans la chambre d'amis et il est plus accessible encore que l'était le téléphone portable hier. Donc ces questions-là me semblent essentielles pour l'entreprise, pour les salariés, pour tout ce qui concerne la prévention des risques et puis pour les représentants du personnel qui, face à cette situation-là, peuvent avoir des difficultés à faire en sorte que la prévention des risques et la question de santé, de conditions de travail soient vraiment suivies. Donc, télétravail, il y a plein d'aspects positifs, mais il y a ces risques-là et en tout cas ces transformations-là qui doivent être suivies, ça ne s'improvise pas. Et alors justement, comment, au regard de ces points de vigilance ou de ces risques potentiels, et là en effet, on est tous en train de les vivre, hein, je pense chacun, on les vit aussi personnellement, comment le dialogue social peut venir soutenir, accompagner ça? Comment est-ce qu'il peut fonctionner dans la période, puisque on peut se dire les managers ou les représentants du personnel sont moins en lien avec les équipes elles-mêmes sont plus distendues, peut-être moins en contact. Comment est-ce qu'on peut surveiller, réguler et puis dialoguer dans un contexte de distanciation sociale? Bénédicte, peut-être? Oui, en fait, la question du dialogue social, on voit bien qu'elle est centrale et on voit bien d'ailleurs dans les entreprises où il n'y a pas d'instance représentative du personnel, où quelquefois c'est un petit peu plus compliqué, où du coup il faut le dialogue est direct avec les salariés, mais il doit s'organiser en tout cas, voilà. En fait, il y a deux niveaux en fait sur le dialogue social. Il y a bien évidemment la relation avec le représentant du personnel et l'employeur pour construire un accord, le cadre collectif, etc. Puis il y a aussi la relation des représentants du personnel avec les salariés pour asseoir en fait ce qui va être transcrit dans un accord. Et c'est pareil pour l'employeur quand il n'y a pas de représentant du personnel. C'est comment on assoit les éléments de l'encadrement collectif sur la vraie vie des travailleurs, etc. Et ça, c'est fondamental. Le travailleur, globalement, c'est l'expert de son travail et de ses conditions de réalisation. Donc, il peut avoir un avis, donner des éléments qui permettent d'apporter ou des réponses ou de développer des fois des pratiques innovantes, etc. en la matière. Hein. Donc, nous, quand on travaille ces questions-là, y compris avec les équipes syndicales, nous, on regarde, enfin, on pousse à ce que effectivement les travailleurs soient partie prenante de ces évolutions de modalités de travail, d'organisation de travail qui les concernent et ils doivent pouvoir dire ce qui va pas dans leur relation au manager, mais aussi avec les représentants du personnel dans l'entreprise et pour faire en sorte qu'en clair, ça produise quelque chose qui intéresse et qui réponde à la fois aux enjeux de l'entreprise, mais aussi à la fois aux enjeux inhérents au travail des salariés, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant et on voit que d'ailleurs, il y a des entreprises, des toutes petites entreprises qui sont parfois en difficulté du fait de ne pas avoir cette pratique obligatoirement de relation avec les travailleurs et qui, dans certains observatoires de dialogue social, dans des départements, ils se saisissent du sujet, notamment
pour créer un outillage pour les petites entreprises, outillage sur le contenu d'un accord, sur comment on peut travailler ça avec les salariés, etc. Et c'est plutôt intéressant de se dire que le dialogue social, il peut aussi passer par différentes formes, mais en tout cas, il doit permettre l'implication des travailleurs. Alors, un participant disait, est-ce qu'on peut développer pourquoi pas des sondages en ligne, ou enfin des systèmes d'enquête, pardon, en ligne pour pouvoir capter les risques d'isolement ou autres. Georges Meyer, de votre point de vue, comment accompagner le dialogue social ou permettre que le dialogue social soit un vrai levier dans la période? Alors, trois points là-dessus. D'abord, le télétravail, c'est par excellence un sujet qui ne peut pas échapper au dialogue social. Alors, vous allez dire, je suis partial parce que je suis défenseur du dialogue social, mais non, c'est au cœur de la vie de l'entreprise, de sa performance. Le temps de travail est au cœur de l'organisation de l'entreprise aussi. Et puis, je le redis, c'est un rapport entre vie privée et vie professionnelle qui est donc quelque chose qui concerne directement les salariés. Donc, compte tenu en plus du caractère vraiment très nouveau du télétravail, je pense que c'est un sujet qui doit faire l'objet d'un dialogue social, d'un dialogue professionnel dans l'entreprise. Bon. Deuxième point, c'est pour reprendre la typologie de Bénédicte, c'est le dialogue social en général au regard des techniques et du distanciel. Alors, Bénédicte pourrait nous raconter, mais on n'a pas le temps, comment l'accord national interprofessionnel sur le télétravail a été négocié en télétravail. Mais en tout cas, on voit dans le fonctionnement des CSE, dans la négociation, que le distanciel modifie les pratiques, peut rendre le dialogue social différent, parfois plus difficile, parce que, comme dans d'autres situations, l'informel n'est plus. Les réunions de couloir, les regards croisés, on va capter une grimace de notre interlocuteur qui va nous laisser penser que ces éléments-là ont un peu disparu avec le distanciel. Et donc, c'est une manière de réadapter et notamment de prévoir des outils. Donc, il faut les réfléchir, hein, ça ne s'improvise pas. Des salles, il y a une salle directe de discussion, il en faut une autre pour pouvoir échanger en bilatéral, par exemple. Dans la pratique aussi du dialogue social, il y a la question du rapport des représentants du personnel avec les salariés. Les collectifs de travail atomisés, on les connaît déjà avec l'éclatement des lieux de travail. Là, ils le sont encore plus avec le distanciel, et donc on voit apparaître des pratiques nouvelles qui sont effectivement, Amandine, des sondages avec des outils de sondage qui existent, des panneaux d'affichage virtuels. Et puis, ce que j'ai vu récemment, plusieurs fois, des assemblées générales de salariés organisées avec l'outil que nous utilisons tous ensemble, hein, qui permet de maintenir et de permettre un dialogue entre les représentants du personnel et les salariés que le distanciel rend beaucoup plus difficile. Et puis, dernier point vraiment important, qui est un enjeu pour les entreprises, qui est comment assurer le respect des obligations de l'employeur qui sont des obligations de sécurité face à ces modes d'organisation, et comment les représentants du personnel, la CSSCT et le CSE peuvent jouer leur rôle autour de la prévention des risques. Je prendrai qu'un sujet, un sondage Odoxa de la semaine dernière montre qu'il y a 74% des managers qui sont démunis face à des détections de pratiques d'addiction. L'entreprise peut interdire la consommation d'alcool dans son entreprise, elle peut le contrôler, elle peut le réguler. On ne peut pas interdire la consommation d'alcool d'un salarié à son domicile, et pourtant, s'il est au travail, eh bien l'employeur est censé aussi maintenir ses obligations, assurer ses obligations. Donc ça pose des questions abyssales pour les entreprises et pour les représentants du personnel, et donc le pire risque serait qu'on perde le contact employeurs, représentants du personnel, et salariés, représentants du personnel. Ça me semble fondamental. Pour reprendre une question du chat, avez-vous identifié des bonnes pratiques en matière de documents uniques, prise en compte de spécifiques, notamment celui-ci pointé, ou d'une manière générale sur le télétravail? Quelque chose qui revient. Alors, on l'a vu dans les accords, c'est quelque chose qui est quasi, très peu présent, quasi inexistant, hein, mais est-ce que c'est quelque chose que, malgré tout,
vous avez pu Alors, croiser? assez peu pour moi pour l'instant. Des sujets d'inquiétude qui commencent à poindre, le médecin du travail qui commence à identifier un certain nombre de choses. Ce qu'on peut voir dans certains accords, c'est ce qui concerne l'équipement de travail, parce que des choses aussi basiques que le poste de travail, là, Karine et Amandine, vous êtes aujourd'hui à votre bureau, vous avez un fauteuil adapté. Je ne sais pas si à votre domicile, vous avez un fauteuil adapté. Et tout ce qui concerne l'environnement de travail, qui est le basique de l'organisation du travail. Donc, ce qu'on peut voir dans les accords, c'est alors un budget dédié à ça, par exemple, et puis aussi des actions de sensibilisation, essentiellement des actions de sensibilisation avec des actions de sensibilisation et de formation des managers. C'est très, très dur d'être manager en général, particulièrement dur en période dans une situation de télétravail, parce qu'on doit pouvoir détecter des signaux faibles, on doit pouvoir détecter un collaborateur qui ne va pas bien, et après, on doit déployer aussi des moyens pour essayer de le récupérer, d'aller le chercher sans être trop intrusif. Bref, c'est assez compliqué tout en maintenant les objectifs qui sont ceux posés par l'entreprise. Donc, c'est plutôt autour des actions de sensibilisation et puis de détection au travers de sondages, au travers d'enquêtes qui me semblent être assez essentielles dans l'entreprise, à la fois du côté des représentants du personnel, mais aussi des préventeurs sur les effets positifs du télétravail, on en voit tous, mais aussi les effets négatifs, dont certains sont encore non mesurés. Je prends juste un exemple. Un médecin du travail me disait récemment qu'il a vu pour une même type de pathologie, en l'occurrence du diabète, il a vu un salarié qui, parce qu'il était à son domicile, avait plus de facilité à réguler son régime alimentaire et il avait vu son diabète s'améliorer, et un autre salarié avait plus de difficultés avec le télétravail et était dans des pratiques alimentaires moins régulées, avec plus de consommation de sucre, moins de suivi parce que l'entreprise offrait un cadre que ne lui permettait pas Voilà, donc les situations sont très très diverses, donc c'est un sujet qu'on n'a pas fini de mesurer, mais en tout cas sur lequel il faut vraiment pas passer ça sous le tapis. Oui, et les risques sont en train en effet d'émerger. On sait qu'il y a une augmentation des lombalgies, que la sédentarité aussi en effet génère ou accentue des pathologies de type diabète, etc. Pardon, Bénédicte, du coup je vous ai coupé. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Souvent, on dit qu'il faut actualiser le document unique pour faire entrer la pratique du télétravail dans l'évaluation des risques. Mais une fois qu'on a posé ces mots-là, on voit bien que les les équipes syndicales, elles se posent les questions, ces questions-là sur. Alors, il y a effectivement ce que vous disiez sur redire les conseils ergonomiques, les conseils concernant la journée de télétravail, les pauses, etc. Il y a toutes ces choses-là, mais la question qui se pose de mon point de vue derrière, c'est comment on identifie les risques, comment on permet aux salariés de s'exprimer sur les difficultés de conditions de travail ou de pratique du télétravail qui pourraient avoir un impact sur leur santé, l'hyperconnexion, etc. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est important dans l'évaluation des risques, et c'est comment on repère les ressources du collectif de travail, de l'entreprise, pour faire face à ces difficultés. Et là, il y a vraiment quelque chose à creuser de ce point de vue-là, à outiller les employeurs et les représentants du personnel sur ces questions-là. Et nous, on est en train d'essayer de chercher justement ces voies de passage entre évaluation des risques, pouvoir d'expression des salariés sur leurs conditions de travail et leurs difficultés ou pas qu'ils ont avec ça, et quelles sont les ressources de l'entreprise pour y faire face. On va peut-être, merci de ces précisions. On va peut-être répondre à quelques questions dans le temps qui nous reste. Il y en a beaucoup, enfin, je tiens à le dire. Il y en a beaucoup. Alors, peut-être une première question sur l'indemnisation. Le sujet est revenu à plusieurs occasions. Quelles sont les règles pour indemniser ou pas le salarié, pour l'équiper en plus au domicile, sur site, voilà. Là, c'est assez mouvant, mais comment ça peut se négocier?
Je peux dire un mot peut-être là-dessus. Oui, Ouais, Oui. Bénédicte sourit parce que je sais que ça a été un sujet de la négo de l'ANI, un sujet de frictionnement. Ce que l'ANI du mois de novembre a rappelé, c'est une règle un peu générale qui est que l'employeur doit prendre en charge tous les frais professionnels qui sont générés par l'activité. Bon, avec ça, on laisse, c'est ce que l'ANI dit, renvoie à la négociation d'entreprise potentiellement sur ce point. Ce qu'on peut dire peut-être pour synthétiser le sujet, c'est que s'il y a des frais, ils doivent être pris en charge par l'employeur. Et donc la question, c'est identification des frais. Globalement, tout le monde est équipé d'une box chez soi, donc a priori, c'est pas ça les frais. Donc il y a peut-être un sujet autour de ce qu'on appelle les fluides, hein, l'eau, l'électricité, le chauffage. Et c'est souvent des sujets un peu tendus parce que l'employeur dit oui, mais vous économisez du temps et puis vous mangez chez vous, vous faites moins de dépenses. Bon, en tout cas, la question, c'est l'identification des frais. Et puis, il y a peut-être un repère qui peut être donné. C'est une règle qui est posée par l'ACOS, hein, sur l'URSSAF, en quelque sorte. L'URSSAF a revu ces pratiques-là, enfin ces pratiques, ces entre guillemets barème là-dessus, et l'URSSAF pose le principe qu'elle tolère de la prise en charge par l'employeur de frais professionnels liés au télétravail à hauteur de 10 € par mois et par jour travaillé par semaine. Concrètement, un salarié qui a 2 jours de télétravail par semaine pourrait obtenir jusqu'à 20 € par mois de remboursement de frais professionnels avec un caractère forfaitaire. Et l'URSSAF pose ça comme étant une présomption d'utilisation. Donc, ça peut servir de repère. Voilà, ça peut servir de repère. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est un repère d'ailleurs qui est rappelé dans l'ANI, hein, sur le fait qu'il y a une réglementation URSSAF, et souvent on voit qu'il y a à la fois cette notion d'utilisation de fluides, etc., au travers de cette indemnité forfaitaire, mais qu'il peut y avoir aussi quelquefois des sommes qui peuvent être attribuées sur facturation en fonction d'achats spécifiques qu'il y aurait besoin pour équiper le poste de télétravail. Donc voilà, un fauteuil, une station déportée, etc., en fonction voilà. Donc, on peut voir que quelquefois, il n'y a rien du tout. Et l'idée, c'est quand même que ça puisse être véritablement regardé de près dans le cadre du dialogue social, en tout cas. Et est-ce qu'il faut penser des compensations pour les personnes qui ne seraient pas en télétravail ? À partir du moment où on indemnise ou où on aménage plus de choses pour ceux qui le sont, quid des questions d'égalité, d'équité, voilà. Est-ce qu'il y a des compensations possibles aussi pour les gens qui seraient sur site et qui n'auraient pas la possibilité de télétravailler? Le cheminement en la matière n'est pas encore très emprunté, voilà, on va le dire. Hein. Quand il y a les déplacements, il y a la prise en charge des frais de transport en commun ou des choses comme ça. Enfin, il y a des équilibres autour de ça. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a pas de... faut pas le considérer comme de la prime au télétravail ou de la prime au travail en présentiel, etc. Faut quand même qu'on rappelle qu'en situation normale, le télétravail, c'est basé sur du volontariat. Et que du coup, c'est aussi dans ce cadre-là que ça doit se développer. Donc, je pense que la reconnaissance du travail, qu'il soit en télétravail ou sur site, a plus comment dire, d'intérêt en termes de sens que des questions de primes au travail en présentiel ou en distanciel. Je parle bien en dehors de toutes circonstances exceptionnelles qui contraignent, qui font prendre des risques ou pas, etc. D'accord. Et peut-être, alors, dernière question pour Karine. Il y a beaucoup de questions qui portent dans le chat sur les questions d'hybridation, justement, travail en présence, travail à distance. Comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là? Alors là, on parlait des questions d'équité ou de compensation, mais plus largement, ça pose de vraies questions de management, de coordination, de collaboration. Complètement. Pour dire, ça me permet de faire le lien avec une des questions qui était dans le chat aussi, c'est sur la question de est-ce que le télétravail n'est pas une solution pour réduire le nombre de arrêts. Donc la question de l'intensité des espaces à la fois à domicile,
site, des usages que l'on en fait. Donc, peut-être attention à la tentation de saisir de période pour réduire l'accès. Bon, effectivement, on est en situation de télétravail exceptionnel, mais peut-être un point de vigilance sur maintenir la diversité d'espace et la diversité d'usage, dans le sens où le télétravail à domicile n'est pas nécessairement le où on va gérer des activités silence, de concentration, etc. Et sur site, des activités collectives. Les choses peuvent se passer différemment. Bon, ça, c'était pour répondre à cette question-là, mais effectivement, la question du management des situations de travail hybrides, elle est tout à fait prégnante sur la période. On parlait tout à l'heure d'activités ou de tâches télétravaillables. Au-delà de ça, la question qui se pose peut-être plus aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les situations de travail collectives avec des personnes sur site parce que les activités ne sont pas télétravail. Peut-être que c'est assez, comment dire, les cas de figure où les moyens mettre au télétravail sont très très importants et les inconvénients à télétravailler plus importants que les avantages sont peut-être peu importants, mais en tout cas, effectivement, question de comment est-ce qu'on met à disposition l'ensemble des moyens pour que les situations de travail collectives soient tenables. C'est une vraie question et tout l'enjeu, il est dans les accords, mais aussi dans les chartes, parce qu'il y avait cette question-là sur l'intérêt des chartes aussi, c'est de pouvoir poser peut-être un cadre, mais aussi laisser des marges de manœuvre pour qu'au niveau des collectifs, on puisse ajuster ce cadre, on puisse ajuster les moyens pour que les collectifs puissent mener l'activité à bien. Et donc, accords, oui, mais on a parlé des accords, mais on a peu parlé des chartes, mais c'est effectivement à condition que ces chartes soient, dans la mesure du possible, co-construites. Et voilà, ça fait partie du dialogue social, du dialogue professionnel. Donc, que ce soit telle ou telle forme, ce sont des modalités qui permettent de favoriser la discussion, la mise en place d'un cadre et des formules d'ajustement. Oui, alors c'était une question en effet, quel intérêt d'aller plutôt vers l'accord ou plutôt vers la charte. Là, c'est un peu selon la culture aussi de la maison, l'accord étant plus normatif. Dans les deux cas, on ne peut pas faire l'économie d'un dialogue, d'un échange et d'une co-construction avec les salariés et avec les partenaires sociaux. Il y a trop de conséquences, il y a trop de dimensions, il y a trop d'inconnus pour que ça puisse être un truc descendant totalement unilatéral. Enfin, ce serait absurde. On le voit, mais ça n'a pas de sens. Sauf à vouloir verrouiller, mais autrement, ça n'a pas de sens. Et puis, ça renvoie véritablement à ce que je disais au début, c'est comment on fait monter en maturité l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur cette question du télétravail. La charte unilatérale, à minima verrouillante, elle ne permet pas ça, en tout cas, de rentrer dans une dynamique plus ouverte et plus comment dire, permettant à chacun, évolutive, de se réaliser dans ces circonstances, en tout cas. Voilà. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des problématiques d'attractivité et de recrutement. Le télétravail est une révolution sociétale, on le voit avec des questions de territoire aussi. Donc, c'est une manière de garder, voire d'attirer des profils, et on le voit chez les trentenaires, ça peut faire partie des questions du recrutement. Est-ce que l'entreprise offre des espaces de télétravail? Donc, imposer un cadre contraint sans prendre la température et sans le co-construire, ça, effectivement, c'est source d'énormément de risques.
Entendu, mais donc on retiendra peut-être ce mot de cheminement, en effet, ou de pas à pas, ou de voilà, on est vraiment dans un sujet qui est amené encore à évoluer et à grandir, enfin et à trouver des voies, en tout cas, peut-être différentes, bien sûr, de celles qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir partagé voilà votre expertise et vos regards affûtés sur cette situation et ces configurations de travail à distance. Merci à tous les participants. On est désolé de ne pas avoir pu prendre en compte toutes les questions. Il y en avait beaucoup, mais comme elles sont dans le chat, on va s'engager à les recueillir et peut-être à construire un FAQ derrière ou pour celles auxquelles on pourra répondre en tout cas facilement ou sinon vous renvoyer vers des ressources existantes. Peut-être vous dire, avant que nous nous séparions, que nous allons relancer à l'ANACT une consultation télétravail pour capter, un petit peu sonder aussi le ressenti, le vécu des travailleurs et des télétravailleurs dans la période. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre. Et là, on a en effet la possibilité de capter des réponses venant du privé ou émanant du public. C'était une des questions posées dans le chat. On a aussi une série d'outils qui ont été conçus soit avant, soit pendant la période. Et là, ils sont pointés, listés et mis en lien dans les slides que vous pouvez télécharger. Et donc, il y aura le rapport complet aussi de l'analyse des 50 accords. Donc, une analyse qualitative de 50 accords négociés pendant l'année 2020 qui sera en ligne d'ici moins d'un mois, mais on vous communiquera ça, bien sûr, mais ça peut être une manière de voir ce que des entreprises ont fait et la manière dont elles ont formulé un certain nombre de prérogatives ou d'axes dans leurs accords. Voilà, merci beaucoup. Et puis peut-être dernier élément. Oui, Karine, je t'en prie. N'oubliez pas de continuer de chercher avec nous sur ces questions-là à l'occasion du prochain webinaire où on ira un peu plus loin avec expérience cette fois-ci de 2 entreprises. Voilà, et voilà. Expérience et ajustement d'accord. La semaine prochaine avec deux expériences terrain. Voilà, merci à tous. Merci pour ce temps partagé. Très bonne journée et bon télétravail. Merci. Au revoir.